salle immense, plongée dans la pénombre d'un vieux musée européen. Tes pas résonnent sur les dalles de pierre froide. Soudain, au détour d'un couloir, tu te figes. Là, devant toi, se dresse une silhouette d'acier qui semble défier les lois de la nature. Ce n'est pas l'armure d'un homme ordinaire. Elle mesure plus de 2,10 m. Ses épaules sont larges comme 2 troncs de chêne. Sa cuirasse est une muraille de métal poli qui scintille sous une lumière blafarde. Tu lèves les yeux et le home te surplombe. Vide, silencieux, mais terriblement imposant. Une question te frappe alors comme un coup de masse d'armes. Qui, au Moyen-Âge, pouvait bien porter un tel monstre d'acier ? Était-ce un géant de légende, un mutant de l'histoire, ou quelque chose de bien plus complexe que ce que les chroniques officielles veulent bien nous dire ? Voici ce que peu de gens savent. Ces armures colossales existent réellement. On les trouve à Innsbruck, à Londres ou à Vienne. Et non, elles ne sont pas là pour le décor d'un film de fantasy. Elles ont été portées. Elles ont transpiré, elles ont résonné sous les coups, elles ont saigné. Mais c'est là que tout bascule. Si tu penses que ces armures appartenaient à une lignée disparue de géants humains, tu fais fausse route. Pourtant, la vérité est encore plus fascinante. Tu te demandes peut-être pourquoi dépenser une fortune pour forger un équipement que personne, selon nos standards actuels, ne semble capable d'enfiler. Écoute bien. Car ce que l'histoire officielle ne te dit pas, c'est que ces armures étaient les super ordinateurs de l'époque, des bijoux de technologie conçus pour des hommes qui jouaient une partition politique où l'image valait bien plus que la vie elle-même. On nous a toujours appris que les hommes du Moyen-Âge étaient petits, chétifs, courbés par le travail et la malnutrition. C'est le premier mythe que nous allons briser aujourd'hui. Quand on analyse les squelettes de la noblesse guerrière, on découvre des spécimens physiques impressionnants, nourris aux protéines dès l'enfance et entraînés 6 heures par jour à porter le poids. Mais même pour ces athlètes de haut niveau, une armure de 2,15 m reste une énigme. Est-ce qu'on se moque de nous ? Est-ce que ces pièces n'étaient que des sculptures ? Pas du tout. Pour comprendre, il faut s'imaginer dans la peau d'un forgeron de cour au XVIe siècle. Tu ne fabriques pas une protection, tu fabriques un symbole de puissance absolue. Prends l'exemple de l'armure de Géon conservée au palais d'Ambras. Quand tu t'en approches, tu remarques la finesse des articulations. C'est de l'orfèvrerie. À l'époque, posséder une armure trop grande pour le commun des mortels, c'était affirmer que ta lignée était issue des héros antiques, des demi-dieux. C'est l'équivalent moderne de rouler dans une voiture de sport customisée dont tu ne dépasseras jamais la vitesse maximale, juste pour montrer que tu pourrais le faire. Mais il y a un secret plus sombre derrière ces plaques de métal. Certains de ces colosses étaient des gardes de corps. Les souverains comme Maximilien Ier ou Henri VIII aimaient s'entourer d'hommes qu'on appelait des spécimens. Ils recrutaient à travers toute l'Europe les paysans les plus gigantesques, les plus larges, pour en faire des remparts humains. On les habillait d'acier pour transformer leur gigantisme en une présence surnaturelle. Imagine le choc psychologique pour un ambassadeur étranger entrant dans la salle du trône, flanqué de 2 tours d'acier de 2 mètres de haut. C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'armure ne servait pas à protéger l'homme, elle servait à effacer l'homme pour ne laisser que le monstre. Mais n'oublions pas les tournois. Tu t'imagines sans doute 2 chevaliers galopant l'un vers l'autre dans un champ d'herbe. En réalité, c'était une science de l'ingénierie. Les armures de joute étaient si lourdes, parfois plus de 40 kilos, qu'elles rendaient tout mouvement au sol impossible. Le chevalier était littéralement vissé sur sa selle. Dans ce contexte, la taille immense servait un but précis, la longe. Un chevalier plus grand, avec un torse plus massif, pouvait encaisser l'impact d'une lance lancée à 30 km/h sans que sa colonne vertébrale ne vole en éclats. Ces armures géantes étaient les chars d'assaut d'un sport extrême, où la mort était une invitée régulière. Tu te demandes peut-être, et si ces armures étaient simplement des cadeaux ? C'est une piste brillante.
Au Moyen-Âge et à la Renaissance, offrir une armure aux proportions herculéennes à un autre roi était un message diplomatique codé. Regarde la taille des hommes que je commande, regarde la richesse que je peux sacrifier dans le métal. C'était de la propagande pure. Mais alors, que dire de l'armure d'Henri VIII à la Tour de Londres? Elle est large, massive, presque déformée. Elle nous raconte une autre histoire, plus humaine et plus tragique, celle d'un roi athlétique devenu obèse et malade qui refusait de perdre sa superbe. Son armure géante n'était pas celle d'un colosse de légende, mais le corset d'acier d'un homme qui luttait contre son propre déclin, tentant de maintenir l'illusion d'une force surhumaine alors que ses jambes ne le portaient plus. Il y a pourtant des cas qui résistent à l'explication. Des pièces d'armure trouvées dans des inventaires royaux qui ne correspondent à aucun garde connu, à aucun roi répertorié. Des pièces si grandes qu'elles semblent avoir été forgées pour des créatures d'un autre âge. Est-ce que l'histoire nous cache une anomalie génétique ponctuelle ou est-ce que, dans le secret des forges impériales, on tentait de créer une mythologie de toutes pièces pour impressionner les générations futures ? Ce qui est sûr, c'est que lorsque tu regardes ces géants d'acier, tu ne regardes pas seulement du métal, tu regardes l'ambition humaine poussée à son paroxysme. Tu regardes le désir de l'homme de dépasser sa condition biologique par la technologie. Ces armures étaient des exosquelettes avant l'heure, des extensions de volonté destinées à transformer un simple mortel en une figure divine. Elle nous rappelle que le Moyen-Âge n'était pas une époque de boue et d'ignorance, mais une ère de spectacle, de design et de psychologie de masse. Alors, la prochaine fois que tu verras une armure imposante dans un livre ou un musée, ne te demande pas seulement quelle taille faisait l'homme à l'intérieur. Demande-toi plutôt quelle peur ou quel rêve cette armure devait-elle inspirer à ceux qui la regardaient? Car au final, le vrai mystère n'est pas dans les centimètres de hauteur, mais dans ce que l'acier raconte de nos propres obsessions pour la force et la gloire. L'histoire est un immense puzzle dont nous n'avons que quelques pièces. Si des hommes de 2,10 m déambulaient dans les cours d'Europe sous des carapaces de fer, quels autres secrets les murs des donjons gardent-ils encore jalousement? Peut-être que le plus grand colosse de l'histoire n'est pas celui qui portait l'armure, mais l'époque elle-même, capable de transformer le métal en mythe. Et si tout ce que nous pensions savoir sur la taille et la force des anciens n'était qu'une infime partie de la réalité? La question reste posée, et elle attend peut-être que tu sois le prochain à soulever un autre coin du voile. Car après tout, si les armures sont restées, où sont passés les hommes qui les habitaient ?